Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème qui nous intéresse ce soir nous conduit dans l'univers de la santé pour s'intéresser spécifiquement au segment des entreprises de logiciels de santé. Et c'est un spécialiste du secteur, analyste chez Stifel, qui est à mes côtés en plateau. David Vignon. Bonsoir David. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, le thème est circonscrit ce soir avec vous autour des entreprises qui fournissent des logiciels pour le domaine de la santé. On est dans un segment qu'il va falloir peut-être un petit peu définir, David, parce que c'est vrai que quand on parle de santé, on a en tête parfois la biotech, la medtech, l'innovation à tout prix, etc. Là, on est sur des modèles très très différents et surtout sur des entreprises dont souvent on nous dit qu'elles apportent des solutions numériques, bien sûr, d'efficience, de productivité pour des systèmes de santé dont le Covid a révélé parfois certaines fragilités, faiblesses structurelles qu'on n'avait pas vues ou qu'on ne voulait pas voir. Est-ce que de ce point de vue-là, dans le domaine de l'analyse effectivement de ce segment de marché, est-ce que oui, il y a un avant, un après Covid? Oui, tout à fait. Alors en effet, on parle plutôt des logiciels qui sont utilisés dans les hôpitaux ou alors par les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les dentistes, etc. pour vraiment améliorer tout leur process, tout leur workflow au quotidien. On a eu en effet un avant et un après Covid. Un après Covid tout simplement parce que dès 2020, plusieurs gouvernements en Europe ont lancé des programmes de digitalisation des différents espaces de santé et pour les professionnels de santé. On peut parler notamment du plan de digitalisation pour les hôpitaux en Allemagne, plus de 4 milliards dédiés à la digitalisation des hôpitaux, ou en France, le Ségur du numérique en santé, qui représente un peu plus de 2 milliards d'euros de digitalisation également. Et ça a été concrètement, pour les entreprises de ce secteur que vous suivez, ces politiques publiques, on va le dire comme ça, effectivement, de numérisation des hôpitaux, des systèmes de soins, de santé, des parcours de soins, etc. Oui, ça s'est traduit concrètement en business supplémentaire, en croissance ou en visibilité de croissance supplémentaire. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'Allemagne, sur ces 4,3 milliards, c'est une grosse partie va aller vers les éditeurs de santé, en passant par les professionnels de santé, bien évidemment. On a eu pendant plus de 2 ans et demi des prises de commandes, et depuis la fin de l'année dernière, on commence à voir justement ces prises de commandes se traduire en chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, ça reste encore assez limité. Mais par exemple, pour prendre l'exemple de CompuGroup, qui est le plus gros éditeur allemand de logiciels, aujourd'hui, c'est 110 millions d'euros de prise de commande sur un segment pour les hôpitaux qui représentait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires auparavant. Donc c'est quand même assez massif. Un autre exemple, Nexus, qui est un éditeur aussi allemand spécialisé dans les hôpitaux, c'était 210 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et 70 millions d'euros de prise de commande déjà liés à ce programme. En France, c'est un petit peu plus limité. Par exemple, si on prend l'exemple d'Equasense, aujourd'hui, ils ont reconnu environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires seulement liés au Ségur du numérique en santé sur un chiffre d'affaires total de l'année dernière de 214 millions d'euros. Donc on a un effet qui est un peu plus limité pour l'instant sur le programme du Ségur du numérique en santé en France par rapport à celui en Allemagne. Mais on a quand même un effet qui est réel sur le chiffre d'affaires et sur le business de ces sociétés. Ouais. Equasense en France, qui est l'ex Pharmagest. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises, effectivement, je n'avais pas le nouveau nom en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire là, de ces groupes que vous avez cités, qui sont des groupes cotés, évidemment, qui sont plutôt des entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, au sens boursier du terme, en tout cas, David. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de leur modèle d'affaires, du niveau de rentabilité que ces entreprises peuvent offrir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire de la valorisation de ce secteur des logiciels de santé spécifiquement, David? Ouais. Alors, en effet, on a CompuGroup qui a fait à peu près 3 milliards de capitalisation boursière, qui est le plus gros acteur coté en Europe sur le segment des logiciels en santé. On a Nexus qui fait à peu près 1 milliard de capitalisation boursière, et Equasense également en France, 1 milliard à peu près de capitalisation boursière. Donc on est vraiment sur la small et mid cap sur ce secteur. En termes de valorisation, on est sur le secteur des logiciels en Europe en général, pas seulement sur les logiciels de santé, on est entre 15 et 23 fois l'EBITDA en termes de valorisation. 23 fois pour les meilleurs, comme Dassault Systèmes par exemple, qui ont un vrai track record, un vrai historique et qui ont vraiment la confiance du marché en plus d'être sur un super sous-segment. En santé, on va être un peu en dessous. Par exemple, CompuGroup est à 12 fois EV sur EBITDA. Nexus et Equasense sont entre 15 et 16 fois EV sur EBITDA. Et entre 15 et 16 fois, c'est à peu près aussi les valorisations qui sont payées notamment par les fonds de private equity qui sont assez friands de ce secteur, justement. Donc donc là on parle de valorisations qui sont plutôt proches de l'historique, enfin qui sont normales pour ce segment des logiciels de santé. Hein. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est un peu moins bien valorisé que d'autres boîtes de software? Alors c'est un peu moins bien valorisé parce que le segment, le sous-jacent en fait est un peu moins attractif
par rapport à d'autres sous-marchés. Je mentionnais Dassault Systèmes, par exemple, où on a un marché final qui fait de la croissance en high single digit ou double digit. Sur le segment des logiciels en santé, on va plutôt être à une croissance de 4 à 5% PIB+, grosso modo. Et ça, c'est vraiment drivé parce que le principal catalyseur, c'est la démographie, le vieillissement de la population, l'augmentation des coûts de santé et l'augmentation des coûts de santé dans le PIB. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de réduire cette augmentation, notamment via la digitalisation. Ouais. Mais ça reste quand même un financement qui est plutôt public et du coup, qui se limite un peu plus que les financements privés. Est-ce qu'on reste dans une logique alors, réduction des coûts, d'efficacité, d'efficience, de productivité, des sujets cruciaux pour les systèmes de santé, mais est-ce qu'on reste dans ce périmètre-là ou est-ce qu'il y a l'idée aussi que ces entreprises, alors peut-être certaines qui ne sont pas cotées d'ailleurs aujourd'hui, apporteront au marché demain des innovations, de l'innovation de rupture, comme on dit, qui pourrait changer les perspectives de croissance à un moment pour certains domaines spécifiques des logiciels de santé, David. On a déjà des sous-segments en fait, qui font une croissance bien supérieure aux 5% que je mentionnais juste avant pour les logiciels en général. Ce sont des segments aujourd'hui qu'on retrouve seulement sur le marché, quasiment seulement sur le marché privé. Mais on peut mentionner par exemple, comme vous mentionnez l'intelligence artificielle dans le segment juste avant, l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale, donc des algorithmes qui vont identifier sur l'imagerie médicale directement des maladies, par exemple que ce soit des cancers, etc., des tumeurs, et l'identifier sur l'imagerie médicale à la place du médecin. On peut aussi mentionner par exemple qu'il y a tout un marché autour de la thérapie digitale, où le digital va être utilisé comme une thérapie, comme on pourrait le voir avec un médicament par exemple. Attendez, c'est quoi ça? Alors... La thérapie par le numérique. Tout à fait. Alors, c'est principalement pour engager le patient à prendre un peu plus soin de lui. Ça peut être sur du musculo-squelettal, ça peut être aussi lié à des applications qui vont accompagner des patients qui sont atteints de diabète ou de... C'est un coaching médical, quoi. C'est ça. Non, j'essaye de le résumer, d'accord. C'est plutôt du coaching médical, en tout cas à l'heure actuelle. Donc oui, en effet, on a vraiment des segments dont la croissance peut être supérieure, largement supérieure. Aujourd'hui, c'est quand même pour la plupart des sociétés qui ont un peu plus du mal à se scaler dans l'ensemble. Mais en tout cas, il y a vraiment quelques sociétés prometteuses dans ce segment. Ouais. Je pense aussi, par exemple, à la télésurveillance, qui est un segment qui est en fort développement, peut-être le plus mature parmi ces sous-segments qui sont en fort développement. Justement, parce que ça peut être appliqué à la fois pour toutes sortes d'indications. La télésurveillance, donc le patient qui mesure les indicateurs directement de chez lui et qui les envoie à son médecin directement chez lui. Ça peut être aussi bien appliqué à un patient qui est malade, directement maintenant, ou aussi aux patients qui sont dans un essai clinique, par exemple. Là, j'ai l'impression que c'est des sous-thématiques, comme vous dites, d'avenir, mais qui intéressent déjà beaucoup certaines catégories d'investisseurs, VC ou autres, mais j'ai l'impression que c'est un segment où il y a une vraie richesse aujourd'hui. Oui, et alors c'est un segment dans le logiciel, en effet, qui est très très large. Le Covid aussi a été un vrai tournant à ce niveau-là parce que les VC, les fonds de private equity, ont énormément investi dans ce qu'on appelle le digital health entre 2020 et 2022, des sommes phénoménales qui ont pour l'instant pas réussi à vraiment donner de sociétés qui ont vraiment scalé. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Ça a beaucoup ralenti avec le reste du monde du VC ces derniers temps. Mais, Dans l'univers coté que vous suivez spécifiquement chez Stifel, David, alors vous avez cité quelques noms de sociétés. Est-ce que ce sont les sociétés d'ailleurs qui vous paraissent les plus intéressantes à détenir sur le plan boursier aujourd'hui? Vous avez cité Nexus, CompuGroup, c'est ça également. Ça fait partie des valeurs que vous recommandez aujourd'hui, par exemple, David? Alors ce sont les deux en effet qu'on a à l'achat justement chez Stifel, les deux sociétés allemandes. Parce que justement, elles vont bénéficier, alors pour Nexus qui va vraiment bénéficier du plan de digitalisation des hôpitaux en Allemagne que je mentionnais plus tôt, qui est vraiment très important pour eux, qui est un vrai driver, un vrai catalyseur pour leur top line, pour l'expansion des marges ensuite. Pour CompuGroup, c'est un peu différent, même si ça va être aussi à leur bénéfice, ce programme-là. Ça va moins se ressentir sur leur top line, parce que c'est un groupe qui est beaucoup plus large et qui a une moindre exposition aux hôpitaux. Néanmoins, on a une histoire un peu différente, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec un multiple divisé sur EBITDA qui est seulement de 12 fois. Il y a une vraie perte de confiance ces dernières années du marché pour CompuGroup, avec des histoires notamment de gouvernance. D'accord. Et donc, du coup, là, on entre dans une phase qui sera un peu plus propice, justement. Ouais, je comprends. Pour oui, il y a l'idée d'un retournement ou d'un changement de statut pour cette entreprise qui a souffert de quelques problèmes ESG. Problèmes de gouvernance. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui ont été faits pour justement pouvoir saisir l'opportunité du plan de digitalisation dans les hôpitaux. Donc, des marges qui ont fortement baissé. On est passé sur des marges à 17%, donc bien inférieures au reste du marché du logiciel.
Le marché cherche toujours le Graal, c'est-à-dire quand même de la croissance visible au meilleur prix. Est-ce que typiquement ces entreprises, là, quand on regarde un peu les ratios financiers, les ratios de valorisation, est-ce que ça rentre dans cette case? Parce que, alors de la croissance, il y en a chez Nvidia, effectivement, mais on ne la paye pas tout à fait le même prix. Là, j'entends des multiples de valorisation qui paraissent tout à fait raisonnables pour le monde de la tech, avec, vous dites, un marché de croissance à 5% par an, ce qui est toujours mieux que la croissance mondiale, en tout cas à l'heure actuelle. Ouais. Oui, en effet, on est sur des sociétés qui font du chiffre d'affaires récurrent à peu près. C'est 70% à peu près de leur chiffre d'affaires qui est récurrent, sur un business qui, dans tous les cas, même si on n'a pas tout le chiffre d'affaires qui est récurrent, parce qu'il y a une partie de licence, en réalité, c'est quand même très récurrent, parce qu'un médecin généraliste ne va pas changer tous les 5 ans de logiciel. Dans les hôpitaux, c'est pareil. De l'autre côté, on a en effet une visibilité qui est très très forte, avec à la fois ces plans de digitalisation, ce récurrent. On a des marges qui sont assez faibles aujourd'hui pour le monde du logiciel, mais donc toutes les sociétés ont fait une priorité, une expansion, dans toutes les sociétés ont fait une priorité pour étendre les marges dans les années à venir. Donc en effet, on est quand même sur, en plus avec des valorisations qui sont assez saines, j'ai envie de dire, dans ce secteur-là de la tech. Donc ça me semble être un secteur assez intéressant à suivre, en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage justement spécifique sur ce secteur ou ce segment, ce sous-segment des entreprises de logiciels de santé. David Vignon qui est avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique, analyste chez Stifel. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.